pour ce qui est de la sensibilisation, et des professionnels, comme notamment aujourd'hui, où on a le plaisir donc de voir une diversité de publics participants. Là, je vois qu'il y a 3 écrans. Donc, sur la liste d'inscription, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup d'architectes, des collectivités, des fonctionnaires territoriaux. Donc, on est ravis de cette diversité. C'est vraiment l'essence même du CAUE d'être, comment dire, une plateforme de rencontre de l'ensemble des acteurs qui font l'aménagement du territoire, avec également des institutionnels comme l'UDAP. Donc voilà, on est ravis de ce melting pot où tous les acteurs de l'aménagement et de la construction se retrouvent. Voilà. En 2 mots, le CAUE. Donc CAUE, c'est Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc nous sommes une association à but non lucratif, une association un petit peu particulière puisqu'elle a été créée par l'État, par le Parlement, plus précisément, par la loi sur l'architecture de 1977, qui reconnaissait l'architecture comme un élément clé de la culture. Et donc, dans notre gouvernance, on retrouve l'État, on retrouve les collectivités locales, on retrouve les professionnels, avec notamment des architectes, mais aussi la CAPEB et la FFB, qui ont d'ailleurs participé comme relais de cette session-là. On retrouve des personnes qualifiées et le collège des adhérents. Donc, c'est vraiment, je vais très vite, une association où, à la fois une sorte de bien commun, où la gouvernance représente toute la diversité des acteurs qui font l'aménagement dans le territoire. Et nous sommes financés par une taxe, la part départementale de la taxe d'aménagement, et c'est cette taxe-là qui nous permet notamment, avec la contribution bénévole, je le signale, des bureaux d'études qui ont travaillé, de proposer une session d'information gratuite comme celle-là. Voilà. Donc, je vous remercie à tous et pour votre participation aux contributeurs et d'être présents pour ceux qui vont assister à cette réunion. Et je laisse la parole à Julien Huard du CAUE. Bonne session à tous. Merci. Donc, je me permets de rappeler les quelques consignes parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui est rentré entre-temps. Les personnes qui ont été admises récemment, donc si vous pouviez couper votre son et renommer votre identifiant en nom, prénom et structure. Voilà, de manière à ce que ça se passe mieux. Et puis peut-être pour ceux qui n'interviennent pas, de couper la vidéo pour ménager un peu la bande passante et qu'on n'ait pas de problème de connexion. Voilà, donc je vais partager l'écran avec la présentation. Michael, peut-être que je te laisse admettre, il y a encore des gens qui arrivent, donc je vais te laisser ce côté-là parce que là, sinon, je vais plus les voir. Voilà, je vous partage la présentation. Pardon, donc… Très bien. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc, comme je disais, hein, on va prendre une petite heure. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec l'État, la DDT et les 4 bureaux d'études thermiques locaux. Donc, c'est vraiment, ça se veut un décryptage de la réglementation thermique, hein, surtout du point de vue des bureaux d'études dans les répercussions qu'elle peut avoir sur les projets. Et donc, voilà, je répète, hein, alors il y a encore des gens qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, dans votre pavé horizontal d'adoption, il y a un onglet discussion et là, vous pouvez poser vos questions, on les synthétisera à la fin. Jérôme de la DTT, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Sibadier, je travaille à la direction départementale des territoires de la Charente. J'y ai pour mission au sein de l'unité bâtiment durable et accessibilité. J'ai un retour, je ne sais pas si c'est normal.
Je pense que quelqu'un a laissé son micro ouvert. Voilà. Donc, l'unité bâtiment durable et accessibilité, le portage de la politique RE 2020, sa déclinaison pour le ministère de la Transition écologique. Donc, tout d'abord, une petite une genèse, c'est un peu excessif comme mot, mais voilà. Le point de départ de la réglementation environnementale 2020, la RE 2020, est principalement due à un constat que les bâtiments résidentiels et tertiaires sont de forts consommateurs en énergie et en émissions de gaz à effet de serre. Comme on peut le voir donc sur le petit camembert, la consommation d'énergie, c'est 42% pour le tertiaire et le résidentiel, et donc 20%, enfin 42% pour le bâtiment en général et 20% pour le résidentiel et le tertiaire. 2 tiers pour le résidentiel, 1 tiers pour le tertiaire. Donc, pour respecter ce qui découlait de 2015, les accords mondiaux de Paris sur le climat. Donc, on va découvrir un petit peu sur le slide suivant. Il avait été déterminé un objectif national pour 2050 de neutralité carbone, donc là, de façon très large. Et il en a découlé plus spécifiquement pour le bâtiment neuf, la loi Elan. Voilà. J'ai un affichage qui est tout bizarre chez moi, mais je pense que c'est parce que je ne sais pas me servir de... Voilà, hop. Donc, la loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui a fixé de nouvelles règles qui sont donc portées dans la réglementation environnementale 2020. Donc, on en a un très fort nombre d'un point de vue juridique. Je vais vous présenter les principales qui ont un impact sur vos métiers. Donc, l'impact, premier impact, on va dire le plus majeur, dont tout se décline, c'est la modification donc, de l'article L111-9 du Code de la construction et de l'habitation, où on voit que donc, pour les constructions neuves, en fonction des différentes catégories de bâtiments, un niveau d'empreinte carbone à respecter, donc il va se décliner sur différents secteurs de la construction, différentes façons de l'appréhender avec différents indicateurs. On évalue l'ensemble, donc on va parler de l'ACV, l'analyse du cycle de vie, donc évaluer sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Mais la nouveauté qui vous sera présentée, développée tout à l'heure, c'est la capacité de stockage de carbone dans les matériaux et le moment où c'est stocké. Donc l'ACV, qu'on va appeler dynamique. Des exigences en matière de qualité de l'air. Non, précédent, s'il te plaît. Ouais. Des exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments. Donc là, ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Hein. La première loi date de 82, il me semble, sur la qualité de l'air dans les bâtiments. Mais il y a de plus en plus d'évolutions pour apporter un bâtiment sain et protecteur pour les occupants. Des exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables, d'incorporation issue de matériaux du recyclage, donc là aussi des choses assez... rien de réellement révolutionnaire, on va dire, dans l'esprit, mais une favorisation du géosourcé, le terme un peu plus moderne de la chose, où on est du biosourcé également, donc les matières renouvelables et proches des sites de construction des bâtiments.
et les exigences sur les matières de carbone, ça je les ai évoquées tout à l'heure dans l'ACV dynamique. Donc, dans le décret du 29 juillet 2021, avec son arrêté d'application, nous trouvons la présentation de la méthode de calcul, l'évolution de la RT 2012 vers la RE 2020, donc avec une nouvelle méthode de calcul de l'ensemble des paramètres et un calendrier d'entrée en vigueur. Donc au 1er janvier 2022, la RE 2020 est rentrée en vigueur pour la construction de bâtiments à usage d'habitation. Pour les bâtiments de bureaux et d'enseignement, donc là on est dans le tertiaire, mais pas tout le tertiaire, une partie, le 1er juillet 2022, et les constructions provisoires à extension, donc avec conditions de surface que vous pouvez découvrir dans l'arrêté qui redétaille ça plus finement, pour le 1er janvier 2023, sachant que pour les autres bâtiments tertiaires, les dates ne sont pas encore connues. Ensuite, donc, le décret du 30 novembre 2021 et enfin les deux décrets, pardon. Ah non, alors attendez. Ah oui, alors là, il y a un mauvais copier-coller. Normalement, il devrait y avoir un arrêté en dessous. Il faudra que je le corrige. Il me semblait que je l'avais corrigé celui-là. Non, non, excusez-moi, j'ai fait un copier-coller intempestif. Toujours est-il que là, il y a l'obligation du maître d'ouvrage de réaliser, alors, avant le dépôt du permis de construire, obligation de réaliser une étude de faisabilité sur 5 systèmes de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire, en favorisant le recours aux énergies renouvelables. Alors, j'ai, pour information, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant que par décret du 5 janvier, il a été entériné l'interdiction d'utiliser du chauffage, enfin de production de chaleur et d'eau chaude sanitaire par chaudière à fioul. Sauf cas très particulier, mais depuis le 1er janvier, bon, c'est quelque chose qui a été dans les tuyaux depuis plus d'1 an, mais donc là, c'est entériné. Donc, première obligation pour le maître d'ouvrage. Seconde obligation, s'il te plaît, Julien, sur le slide d'après. Voilà. Seconde obligation, donc là, c'est lors du dépôt du permis de construire et lors de l'achèvement des travaux, le fait de présenter des études énergétiques, donc études de faisabilité lors du dépôt lors du dépôt du permis de construire, mais au cours de la construction, il peut y avoir des évolutions, et obligation à la fin des travaux de refournir un bilan de cette étude remise à jour. Alors, sachant que ce bilan fait partie de ce qui sera potentiellement contrôlé par les agents de l'État qui assurent le contrôle réglementaire de la construction des bâtiments neufs, que ce soit des maisons individuelles ou des bâtiments collectifs d'habitation. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été soumis à l'issue de travaux de construction à ce contrôle, mais ça fait partie maintenant, à partir de 2022, du 1er janvier, de ce qui peut être contrôlé, la vérification que ce qui est marqué dans le bilan d'achèvement des travaux de l'étude énergétique est correct. Ensuite, slide suivant. Donc, les arrêtés du 14 décembre et le décret du 16 décembre. Donc, là, on retrouve
l'ensemble des valeurs, des indicateurs qui vont vous être présentés plus finement tout à l'heure, certains étant déjà connus dans la RT 2012, mais évoluant, et certains étant nouveaux. Donc, slide suivant. Là, un petit passage sur la loi AGEC, donc la loi AGEC au sens très très large, anti-gaspillage, économie circulaire. Au 1er janvier, donc on a un certain nombre de choses qui sont apparues dans la vie quotidienne, l'abandon des emballages uniques dans les supermarchés, des choses comme ça. Dans le bâtiment, aurait dû être mis en œuvre l'arrêté d'application du décret du 25 juin 2021, donc qui a planté les jalons, là, qui a mis les bases du diagnostic, le PEMD, donc gestion des produits, équipements, matériaux et déchets, issus de la déconstruction, donc de la démolition, rénovation, pour être réutilisés, réemployés, valorisés. Actuellement, il nous a été indiqué un retard de l'ordre de 3 mois de la mise en application de ce décret, mais je n'ai pas pour le moment de date issue du ministère qui m'a été communiquée. Donc, je laisse la parole à Romuald et à Adrien. Ah oui, bon, voilà, là, afin d'introduire l'évolution de la RE 2020 par rapport à la RT 2012, donc en reprenant et en hiérarchisant un petit peu l'ensemble de ce qui évolue. Donc, on a 4 grands axes qui vont vous être présentés donc, par Romuald et Adrien. Bonjour à tous, donc moi c'est Romuald Gourdon, bureau d'études TDL. Tout le monde m'entend? Un petit signe? Ouais, c'est bon. Donc moi je vais vous présenter les changements et les nouveautés de la RE 2020 par rapport à la RT 2012. Slide suivante. Merci. Donc la RT 2012, c'était avant tout une réglementation d'objectifs, et elle comportait 3 exigences de résultats. Donc le besoin bioclimatique, BBio, la consommation d'énergie primaire, CEP, et le TIC ou TIC, qui représente la température intérieure conventionnelle et qui symbolisait un peu le confort d'été. Le BBio, lui, non, on reste sur la slide, merci. Le BBio, lui, caractérise donc l'efficacité énergétique du bâti et il imposait une limitation simultanée en fait du besoin d'énergie pour les composantes liées à la conception de ce bâti, donc notamment le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. En fait, ce coefficient impose l'optimisation du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en place. Le CEP, lui, porte sur les consommations conventionnelles d'énergie, le chauffage, le refroidissement, l'éclairage, la production d'eau chaude sanitaire et les auxiliaires, donc avec les pompes et les ventilateurs, par exemple. Et donc, la valeur du CEP max à ne pas dépasser était les fameux 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, qui étaient modulés selon la zone climatique et l'altitude du lieu considéré, par exemple. Le TIC, lui, représentait la température la plus chaude atteinte dans les locaux au cours d'une séquence de 5 jours très chauds d'été. Et l'objectif était d'essayer d'assurer un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système de refroidissement actif. Slide suivante. Merci. La RE 2020 conserve l'indicateur BBio dans la lignée de la réglementation précédente et on va poursuivre la baisse des consommations des bâtiments neufs parce que bon, l'énergie la meilleure est celle qu'on ne consomme pas et donc on va être encore plus exigeant que la RT 2012 de ce point de vue et on va demander d'abaisser le coefficient BBio pour les logements de 30%. Et en plus de cet abaissement, on va intégrer systématiquement les besoins de froid du bâtiment au calcul. Et même si
la climatisation n'est pas prévue. Je reviendrai sur ce point un tout petit peu plus tard. Donc, pour rappel, voilà, le BBio valorise toujours la conception du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Merci, oui. Les conséquences du coup du BBio, c'est que globalement, ce nouveau seuil va nous inciter à travailler encore plus sur les épaisseurs d'isolation des parois, des perditives, et sur la performance des menuiseries. On va encore augmenter les exigences. On va également augmenter les... Alors, on ne va pas vraiment augmenter les exigences sur la perméabilité à l'air du bâtiment. Ça va rester à peu près, ça va rester les mêmes valeurs qu'en RT 2012. On sera sur 0,6 m3 par heure par mètre carré en logement individuel et 1 m3 par heure par mètre carré en logement collectif. Mais on va quand même devoir travailler un peu plus ce sujet-là, encore un peu plus ce sujet-là, car en fait, la prise en compte de la mesure finale, elle sera un peu différente et elle sera pénalisée, par exemple, si dans le cas d'un logement collectif, on échantillonne la mesure, comme c'est le cas aujourd'hui en RT 2012, on a le droit d'échantillonner, mais on pénalisera la valeur. Donc, il faudra que ça soit encore plus performant au départ. Même chose, par exemple, pour des travaux qui ne seraient pas finis au moment de la prise de mesure et qui pourraient impacter cette mesure. Donc, à l'instar de l'ART 2012, on va continuer de travailler et de traiter les ponts thermiques, les planelles isolantes de nez de dalle dans le cas des ITI, les remontées d'isolants dans le cas d'isolation sous chape, etc. Ce sera toujours d'actualité. Il n'y a rien de plus, rien de moins. On va juste quand même renforcer les performances pour atteindre les 30% de gains par rapport à la RT 2012. Donc, en fait, l'indicateur BBio va nous forcer à travailler encore plus la conception architecturale, l'implantation, la forme, la compacité, l'orientation du bâtiment, et de manière à vraiment exploiter les caractéristiques météorologiques du site. Slide suivante, merci. On retrouve ensuite l'indicateur CEP exprimé en kilowattheure par mètre carré et par an d'énergie primaire et qui représente, lui, la somme des consommations conventionnelles d'énergie pour les différents postes de consommation que sont le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la consommation pour assurer les besoins d'éclairage artificiel, auquel on ajoute en RE 2020 l'éclairage des parkings ou des parties communes de logements collectifs, les auxiliaires de ventilation avec aussi ajout des systèmes de ventilation prévus pour ventiler les parkings. On continue de travailler sur les auxiliaires de distribution et on ajoute également le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment si ce déplacement nécessite une consommation d'énergie. Donc, typiquement, les ascenseurs et les escalators. On introduit aussi un nouvel indicateur qui est le CEP-NR. Donc, lui, c'est la consommation d'énergie non renouvelable du bâtiment. Donc, en fait, cet indicateur va représenter la consommation conventionnelle du bâtiment pour les mêmes usages que je viens de décrire, mais en ne conservant que la part non renouvelable. On peut noter aussi que le coefficient de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire passe de 2,58 à 2,30 pour l'électricité et que maintenant, seulement la part d'autoconsommation de la production locale d'électricité sera comptée dans les calculs. On ne tiendra plus compte de revente d'énergie. Pardon, Romuald. Est-ce que ce serait peut-être utile pour ceux qui ne connaissent pas les détails, là, d'expliquer ce que c'est cette énergie primaire et en quoi qu'est-ce que ça change, quoi, finalement? On pourra y revenir un peu plus tard. Ok, ça marche. Pour les questions, je vais poursuivre. On détaillera pendant les questions. Alors après, rapidement, on va favoriser un petit peu plus l'électricité, puisque le CEP est donné en consommation d'énergie primaire.
et que là, on pénalisait en fait artificiellement dans les calculs l'électricité, l'énergie finale, l'énergie primaire pardon, on pénalisait l'électricité d'un coefficient de 2,58 et on ne la pénalisera plus que d'un coefficient de 2,30. Donc, on va artificiellement favoriser un peu les LEC. Donc ça va engendrer des contraintes supplémentaires effectivement pour la filière gaz et l'effet Joule direct. Et on va essayer d'utiliser des énergies moins carbonées et favoriser les énergies renouvelables. Ensuite, il y a un troisième indicateur qui est intégré en remplacement du TIC. C'est le DH. Donc, pourquoi on a introduit cet indicateur? Comme on le sait tous, il y a de nombreux bâtiments en RT 2012 qui se sont avérés inconfortables en cas de forte chaleur l'été. Le réchauffement climatique, lui, devrait s'intensifier et augmenter le nombre d'épisodes caniculaires. Donc, le gouvernement a souhaité que la RE 2020 améliore la prise en compte du confort d'été en imposant cet indicateur, donc le DH, exprimé en degrés-heure. Cet indicateur, lui, va exprimer la durée et l'intensité des périodes d'inconfort dans le bâtiment sur une année, et lorsque la température intérieure est supposée engendrer de l'inconfort. Donc, c'est 28 degrés la journée et 26 degrés la nuit. Et pour cela, on va comptabiliser en fait le nombre de degrés-heure au-dessus de la température de confort, 28 et 26, sur la base d'un scénario météo qui sera celui de la canicule de 2003. Donc, on soumet vraiment le bâtiment à de fortes chaleurs. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, si on est inférieur au seuil bas de 350 degrés-heure, le bâtiment est réputé confortable, sans climatisation l'été. Entre le seuil bas à 350 degrés-heure et le seuil haut à 1250 degrés-heure, le critère de confort est respecté, mais il se peut que le bâtiment subisse de l'inconfort ponctuel et donc que le maître d'ouvrage décide d'installer un système de clim a posteriori. Du coup, quand le calcul sera entre ces deux seuils, on pénalisera le calcul par un forfait de climatisation qui sera pris en compte et donc qui pénalisera en fait le coefficient CEP que je vous ai présenté juste avant et qui était déjà présent à RT 2012. Si le bâtiment à l'issue des simulations est supérieur au seuil haut de 1250 degrés-heure, alors là, le bâtiment est inconfortable, non réglementaire et il faut revoir la conception. Ce qui a pour conséquence, sur la slide suivante, merci, donc dans l'ensemble de favoriser les systèmes de refroidissement passif. Par exemple, les brasseurs d'air, les puits climatiques, les modules adiabatiques, ou encore la gestion des protections solaires de manière automatique en fonction de l'ensoleillement sur les vitrages, etc. Alors, il y a ces solutions de refroidissement passive, mais aussi, encore une fois, la conception au départ, avec l'orientation, les protections casquettes, végétalisation, etc., ou encore une approche un peu plus précise de l'inertie des matériaux pour optimiser en fait le déphasage de montée en température du bâtiment. Alors pour ma part, j'ai fini. Je vais passer la main à Adrien pour la partie impact carbone. Merci. Merci Romu. Je fais juste un petit test. Je peux demander le contrôle à distance. Je vais voir si ça marche. Si je vous le demande, vous pouvez me le donner ou pas? Ça y est, j'ai le contrôle. Vous voyez ma souris bouger? Ouais, Romu, fais-moi un pouce si tu vois la souris. Ah, nickel. Bon, bonjour à tous. Adrien, je travaille pour le bureau d'études Efficio, qui a une agence à Angoulême notamment.
Donc, comme disait Romuald, la réglementation, la RE 2020, va s'appuyer sur les 3 critères que vous avez vus précédemment, le CEP, on va dire le TIC 2.0 qui est le degré heure et le BBio, avec effectivement des exigences complémentaires. Et le petit nouveau qui arrive, le petit indicateur dont tout le monde parle, c'est celui-ci. Donc, c'est celui de l'impact carbone. Il y a eu beaucoup de choses, vous l'attendiez, le voilà. Pourquoi aujourd'hui se concentrer là-dessus? Comme l'expliquait Jérôme au début de la diapo, on se rend compte que le secteur du bâtiment, il est non seulement énergivore, donc il consomme énormément d'énergie, et en plus de ça, il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, si la première réglementation thermique 2012 était surtout axée sur l'énergie avec cet indicateur CEP, elle n'avait pas du tout approché la notion d'émissions de gaz à effet de serre ou de contraintes réglementaires liées à ça. Et donc, c'est en ça que l'impact carbone vient faire son apparition aujourd'hui sur la RE 2020. L'objectif clair, il est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, d'évaluer l'impact carbone d'un projet, et cela se fait par l'intermédiaire de 2 indicateurs que l'on va voir juste après. Putain, c'est trop bien, je clique, ça bouge. Donc, les 2 indicateurs que l'on voit sont les suivants. Indicateur carbone, impact carbone construction, impact carbone énergie. Donc, leur nom est assez bien donné pour qu'on arrive à identifier ce qu'ils représentent. Mais on va quand même l'expliquer aujourd'hui. Donc, l'impact carbone construction. Je vais lire bêtement. Indicateur d'impact carbone en analyse de cycle de vie des composants du bâtiment et de leur mise en œuvre chantier. Il correspond aux émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipements de chantier ramenés à la surface habitable ou à la surface utile. La surface habitable ou la surface utile, ça dépendra de l'usage du bâtiment. Donc, ça, c'est la fameuse analyse de cycle de vie dont on entend parler et qu'il faudra réaliser sur les projets désormais. Ensuite, on va avoir un impact carbone énergie qui, lui, va directement être lié aux consommations d'énergie pendant l'exploitation du bâtiment. Et qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre des consommations d'énergie en phase d'exploitation pendant 50 ans, ramenées à une unité de surface. De la même manière, l'analyse de cycle de vie se fera également sur 50 ans. Donc ça, c'est vraiment les notions un petit peu nouvelles qui apparaissent. Donc, petit rappel ou découverte de ce qu'est une analyse de cycle de vie. Grosso modo, il va s'agir pour des lots bien spécifiques que l'on va détailler derrière, de prendre en compte l'impact carbone des matériaux utilisés depuis leur extraction en tant que matière première jusqu'à leur déconstruction. Donc, on va prendre en compte dans ces transformations-là les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations d'eau, la production de déchets éventuels sur ce cycle-là et la recyclage ou la valorisation des produits à la fin. Donc, on va passer en revue l'extraction des matières, la fabrication du produit, son transport, sa mise en œuvre, l'exploitation sur la durée de vie du bâti, la rénovation, la réhabilitation éventuelle et la déconstruction derrière et la capacité qu'on va avoir à le recycler ou à réemployer le matériau. Donc, c'est ça que l'on va faire aujourd'hui, vraiment en plus sur la réglementation RE 2020. Pour ceux qui ont connu un petit peu le label E+C-, label expérimental où il y avait déjà ces analyses de cycle de vie qui apparaissaient, on est dans le même état d'esprit. Donc, l'analyse de cycle de vie, elle va se faire comment? Ça va être assez simple, c'est-à-dire qu'on va avoir des quantités de matériaux, des mètres carrés de béton, des mètres cubes de béton, des quantités des mètres carrés de tuiles, des mètres carrés d'isolant, des mètres carrés de parquet, des mètres carrés de carrelage, des nombres de portes. Voilà, on va avoir ce que vous voyez dans les quantitatifs des économistes en général. On a des quantités avec des produits en face. Et c'est ces quantités-là sur lesquelles on va porter notre regard. On va leur appliquer des données environnementales. Alors, il faut savoir que des données environnementales, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, un produit, il n'a pas qu'un impact sur le CO2, il a un impact sur la pollution de l'eau, l'eutrophisation des sols, les trous dans la couche d'ozone, etc., etc., etc. La RE 2020 s'intéresse uniquement, je dis bien uniquement, au volet carbone. Donc, pour aller chercher les données environnementales que l'on va appliquer aux matériaux, on va aller chercher ce que l'on appelle des FDES, donc fiches de déclaration environnementale et sanitaire, qui, elles, sont des fiches établies par les fabricants de matériaux, typiquement Saint-Gobain, Isover, Nauf, voilà.
Et ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, elles ont une durée de validité. Elles s'appuient sur une unité fonctionnelle qui est l'unité que l'on étudie, le mètre carré par exemple. Si on prend un mètre carré de laine de verre, voilà, ça va être le mètre carré. Et cette fiche de déclaration environnementale et sanitaire va nous donner tous les impacts environnementaux que l'on peut trouver du produit. Sur tous ces impacts-là, un seul va être intégré dans l'analyse de cycle de vie. Ça va être l'impact sur le changement climatique, donc c'est-à-dire les kilos CO2 émis par rapport à la quantité de matière. Donc typiquement, si j'ai une laine de verre, je vais avoir en face un impact sur le climat en kilos CO2 que je vais rentrer dans mon étude. Donc, à partir des quantités et des matériaux, à partir des matériaux, de leur quantité et des données environnementales, on va pouvoir mesurer un impact. Cet impact, il va y avoir un facteur d'adaptation qui va être appliqué notamment sur le renouvellement du composant. Je m'explique. On prend une durée de vie de 50 ans sur le bâtiment. On va étudier pendant 50 ans, on va faire une analyse de cycle de vie de 50 ans. Si on met en place un produit dont la fiche de déclaration environnementale et sanitaire stipule une durée de vie de 7 ans, le calcul prendra en compte un renouvellement autant que nécessaire à établir sur la durée de vie des 50 ans. Donc, si j'ai une pâture qui dure 10 ans, l'impact que je vais avoir va être multiplié par 5 parce qu'il faudra que je la renouvelle 5 fois sur la durée de vie des 50 ans. Romuald, c'est clair ce que je viens de dire? Tu me fais un petit pouce? Ok, parfait. Si c'est comme ça, c'est nickel. Donc voilà, donc la fiche de déclaration environnementale et sanitaire, c'est un petit peu le Saint Graal pour les bureaux d'études qui font ce travail-là d'ACV. Pourquoi? Parce que c'est le fabricant qui les met directement. Et on va dire, il y a des audits, hein, ces fiches-là sont auditées, donc on va dire qu'on a une donnée qui est la plus proche possible de la réalité. Comme certains l'ont déjà noté, tous les produits ne bénéficient pas d'une FDES. Il y a beaucoup de produits pour lesquels on n'a malheureusement pas de données environnementales sanitaires déclarées par le fabricant. Auquel cas, il faudra que l'on se concentre sur des données environnementales par défaut, qui sont données par le ministère de la Transition écologique, et qu'on peut aller chercher directement, nous, à travers notre logiciel. Donc, typiquement, si j'ai une laine de verre et que la FDES n'existe pas pour cette marque-là de laine de verre, je prends un exemple qui n'est pas bon, mais si j'avais la GR32, l'ISOVER GR32, si je n'avais pas de FDES associé, je devrais me tourner vers une donnée environnementale par défaut. La problématique derrière ça, c'est quoi? C'est que ces données environnementales par défaut sont beaucoup plus pénalisantes en général, sont beaucoup plus pénalisantes que des données spécifiques déclarées par les fabricants. Dans les données spécifiques déclarées par les fabricants, il peut y avoir des déclarations individuelles, il peut y avoir des déclarations collectives de fabricants qui se sont mis ensemble pour déclarer un produit. Mais ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est qu'on va avoir deux types de données, une donnée fiche de déclaration environnementale et sanitaire et une donnée par défaut. Donc voilà. Et donc, comme vous vous en doutez, comme on fait ça sur tout le bâtiment, il y a énormément de lots qui vont se retrouver impactés par cette analyse de cycle de vie. Ah, j'ai perdu le contrôle, non, je l'ai encore. Donc, ici, vous avez grosso modo, donc on est sur l'impact construction, toujours l'ICC, vous avez les lots concernés par l'analyse de cycle de vie avec en gros une représentation sur le schéma, sur l'image que vous voyez à côté pour voir un petit peu les lots concernés. Donc, dans les lots concernés, vous allez retrouver, je vais vous les lire, si j'arrive à lire, VRD, fondation infrastructure, superstructure maçonnerie, couverture étanchéité, charpente zinguerie, cloisonnement, doublage, plafond suspendu, menuiserie intérieure, façade, menuiserie extérieure, revêtement de sol et des murs. Vous allez avoir les lots CVC et les lots électricité qui, eux, peuvent être pris de manière forfaitaire. Donc, on pourra les rentrer de manière forfaitaire. C'est une case qu'on sélectionnera qui nous dira, ben voilà, pour tel type de bâtiment, telle surface, le forfait appliqué à ces lots-là est le suivant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avoir une analyse carbone complète pour des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'électricité, c'est extrêmement complexe et on n'a pas encore les données suffisantes. Je me suis amusé à le faire une fois. J'ai pris les données forfaitaires. Voilà. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est équipement de production locale d'électricité, fluide frigorigène et appareils élévateurs, etc. Donc, ce qui est mis en avant là avec cette petite donnée-là,
c'est qu'autant à une époque, pas si loin que ça, sur la RP 2012, on regardait… Non, merci de revenir, s'il vous plaît. Juste avant, diapo d'avant. Ouais, parfait, merci. C'est toi qui pilote, Adrien. Hein? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est en mode pilote automatique des fois. Ça défile tout seul. Ils sont nombreux. Non, mais alors, du coup, ce qu'on peut juste observer ici, et qui est très important, et que nous, en tant que bureau d'études, donc là, je parle au nom des bureaux d'études en Charente, on en a discuté ensemble, et ce qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'autant à une époque, on allait voir son petit bureau d'études, on lui disait, bon, j'ai besoin de quoi comme isolant, donne-moi des airs, des résistances thermiques, pour savoir quelle performance je mets sur mon bâtiment, et puis voilà, c'était à peu près tout. Aujourd'hui, on se rend compte que tous les lots vont être impactés de manière assez forte sur l'impact carbone. Donc, il faudra que les bureaux d'études structurent, notamment à travers les bétons préconisés, les volumes de béton, la quantité de ferraillage. Il faudra notamment aussi que les économistes qui, eux, ont l'habitude de travailler sur des quantitatifs, ils se saisissent de ces données-là et une approche sensible sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui feront l'analyse de cycle de vie, ce n'est pas ça, mais ça veut dire que les acteurs du bâtiment qui travaillent dans les équipes de maîtrise d'œuvre, là où il y a des analyses de cycle de vie à faire, vont devoir avoir une connaissance assez pointue à terme, hein, pas du jour au lendemain, mais des produits utilisés, de pourquoi ils les utilisent et de leur impact. Donc ça, en tant que bureau d'études, nous, on aura toujours un rôle d'accompagnement et de conseil, mais ça va renforcer les échanges et les liens au sein des équipes de maîtrise d'œuvre, puisqu'on se rend compte que l'analyse de cycle de vie, elle est transversale à tous les lots. Et donc, du coup, il y a un vrai enjeu là-dessus. Je ne sais pas si Romuald ou je sais que M. Lapierre aussi était sensible sur le sujet. Vous voulez compléter un truc là-dessus? Ouais, Adrien, Jean, c'est Stéphane, donc j'en parlerai un petit peu après, parce que du coup, effectivement, tu amènes bien la transition. Effectivement, par rapport à ce que tu dis, ça va être un vrai travail d'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'œuvre, architectes, économistes, bureau d'études structure, et bien évidemment le bureau d'études fluide ou thermique, qui vont définir toutes ces prestations et ces matériaux à mettre en œuvre afin de répondre à la RE 2020 et surtout à la CV. Voilà. Je te redonne la parole, Adrien. Parfait. Juste une petite bombe que j'ai oublié de balancer sur la diapo d'avant et que je balance maintenant. Il faut prendre conscience que ils ne sont pas nombreux les gens qui peuvent faire des fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Pour émettre une FDES pour un produit, c'est à peu près un ingénieur sur un an pour une FDES. Donc, on va tout de suite voir qu'entre des fabricants qui ont la possibilité d'émettre des FDES, de faire la R&D nécessaire à l'établissement de la FDES, et ceux qui produisent en local ou qui sont des petits fabricants de produits qui n'ont pas les moyens de le faire, il y aura, comme l'a dit Romuald avant, tout un intérêt à avoir une conception la plus frugale possible pour favoriser localement le développement de ressources développées en local. Donc du coup, alors on est toujours sur l'indice l'impact carbone construction. Donc les seuils ici sont donnés. Donc vous avez en bleu foncé ici LC, c'est les logements collectifs, et en bleu clair vous avez MI, la maison individuelle. Donc en gros, de 2022 à 2024, on va autoriser en termes de seuil pour les logements collectifs 740 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de référence. Et pour la… À partir de 2025, le 740 passe à 650 pour le logement collectif, puis 580 à partir de 2028, puis 490 à partir de 2031. Ainsi de suite pour la maison individuelle. Je vais le redire, individuelle. Donc, sans vous prendre la tête avec tous ces chiffres, ce qu'il faut voir, c'est qu'à terme, on vise une réduction d'à peu près 35%, une diminution d'à peu près 35% entre le lancement de la RE 2020 et ce qui arrivera en 2031. Donc ça, c'est pour la partie construction. Maintenant, si on va sur la partie impact carbone-énergie, donc là, c'est l'impact lié à l'exploitation du bâtiment par les systèmes de chauffage, de ventilation, etc., sur 50 ans de durée de vie du bâtiment. La maison individuelle, elle est mise à un seul régime, elle, c'est les 160 kg CO2 par mètre carré de surface de référence.
Et ensuite, on va avoir deux types de logements collectifs. Donc, le logement collectif classique, on va dire, et les logements collectifs RCU qui sont raccordés à un réseau de chaleur urbain. Donc, en fait, ceux qui sont raccordés à un réseau de chaleur urbain bénéficient de seuils un peu plus hauts jusqu'en 2025 pour favoriser, on va dire, le verdissement, si on peut dire ça, ou le côté renouvelable des énergies utilisées sur les réseaux de chaleur urbains. Pour les logements collectifs, on passe de 560 à 260 après, à partir de 2025. Donc là, c'est pareil, c'est qu'un indicatif. Ce qu'il faut voir aussi ici, c'est la diminution qu'il va y avoir sur le logement collectif, puisqu'on va passer de 560 à 260. Donc, on va quasiment diviser par 2 à peu près le seuil toléré. Et là, encore une fois, je fais écho à ce que disait Romuald. L'impact carbone-énergie est directement lié au système d'énergie qu'on va mettre en place. Et le fameux bruit qui court autour du gaz et de la difficulté à mettre le gaz en place sur la RE 2020, il vient ici. Parce que sur l'impact carbone-énergie, le gaz va être pénalisé quand on va venir chercher ces questions-là. Les conséquences directes, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui va changer pour nous dans les conceptions? La compacité des bâtiments. Alors, quand on parlait compacité des bâtiments avant, on avait tendance à dire pour consommer moins d'énergie. Là, il faut voir la compacité du bâtiment comme une absence de matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile de faire des bâtiments qui consomment 10% de moins, 15% de moins, 20% de moins. Je pense, alors c'est des ouvertures qu'on met ici, évidemment, ça sera soumis à échange entre tous, mais il y a un intérêt à se poser la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir avec moins de matière et par conséquent, avoir un impact carbone plus faible pour une surface donnée. Ensuite, il y a l'optimisation des épaisseurs des matériaux. Par exemple, je prends l'exemple des bétons. Les surdimensionnements qui sont pris à l'heure actuelle, est-ce qu'on aura la possibilité de les optimiser, d'optimiser la quantité d'acier qui est à l'intérieur, puisque ça va être des gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Il va y avoir la multiplication des usages-fonctions pour un même matériau. Aujourd'hui, le béton représente la structure. C'est ce qui tient mon bâtiment. Est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt aujourd'hui à lui faire jouer aussi son rôle, qui est un rôle d'inertie à l'intérieur d'un bâtiment, et à replacer le béton à l'intérieur d'un bâtiment et de réfléchir plutôt en ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, et en faisant jouer au rôle du béton à la fois le rôle de structure, à la fois le rôle d'inertie. On peut réfléchir aussi sur des problématiques phoniques, sur des problématiques coupe-feu. Mais aujourd'hui, pour limiter le nombre de matériaux, il faudra qu'un matériau puisse répondre à plusieurs usages si c'est possible. On va ensuite favoriser les matériaux biosourcés à travers l'analyse de cycle de vie. Donc ça c'est facile à comprendre sur le principe. Il faudra favoriser aussi une conception frugale. Donc, je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ont lu et signé le manifeste sur la frugalité heureuse. Que je signe également. Donc là-dessus, avoir une vision peut-être un peu low-tech sur les bâtiments et avoir des bâtiments où forcément on va essayer de diminuer le nombre de décrochés, les porte-à-faux, les linéaires de murs, etc. Donc après, on est bien d'accord qu'il ne faut pas tomber dans le cube le plus total en conception, mais il y aura un jeu à trouver et un échange à avoir. Ça permettra aussi également de mettre en avant la notion de réemploi. Alors ça, je sais que sans doute dans les 100 parmi vous, il y en a qui connaissent la question, qui sont moteurs sur ces questions-là. Il y a un vrai intérêt à le faire. Je sais qu'on est quelques bureaux d'études fluides à l'expérimenter sur nos dossiers. Donc, le fait de réemployer un matériau aujourd'hui dans une analyse de cycle de vie, réglementairement parlant, je ne vais pas me prononcer pour ce qui va être oui ou non accepté, mais l'idée de réemployer des matériaux sur des projets va permettre de diminuer du transport, diminuer la production liée à la fabrication d'un produit puisqu'il existe déjà sur les lieux, etc., etc. Donc ça pourra rentrer aussi en ligne de compte. Et ensuite, pour réappuyer ce que disait M. Lapierre, Stéphane, échange plus poussé entre les différents acteurs, déjà au sein même de la maîtrise d'œuvre, et puis ensuite, il y aura un échange accentué avec les entreprises parce qu'il va vous expliquer un petit peu derrière comment ça s'articule, et avec la maîtrise d'ouvrage. Donc, je vais passer la parole à Stéphane Lapierre, qui lui va vous expliquer comment la RE 2020, donc ce qu'on vient de vous présenter avec Romuald, comment elle va s'articuler sur un marché public avec les différentes phases de la loi MOP que l'on connaît, etc., etc. Je me mute, et puis merci de votre attention.
Merci Adrien. Mince, attends, j'enlève le contrôle. Ouais. Donc bonjour à tous. Donc Stéphane Lapierre, bureau d'études en ingénierie à Angoulême. Je suis chargé d'affaires thermiques. Donc là, moi, dans ma partie, je vais vous parler de la RE 2020 dans le cadre des marchés publics. Voilà. Quelle implication dans un premier temps? Dans un deuxième temps, les différentes phases. Aujourd'hui, il y a 2 phases à prendre en compte, la phase conception, puis la phase réalisation qui touche plus la partie chantier, on va dire. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Hop, voilà. Donc la RE 2020 dans le cadre des marchés publics. Aujourd'hui, on sait que la RE 2020 est en application depuis janvier 2022 pour les bâtiments d'habitation, logements individuels et collectifs, et elle va être étendue d'ici le 1er juillet 2022 au projet neuf de bureaux ou d'enseignement primaire et secondaire. Alors, cette réglementation s'applique par tous les acteurs du projet. Alors, quand je parle de tous les acteurs du projet, bien évidemment, c'est tout le monde, aussi bien le maître d'ouvrage que la maîtrise d'œuvre et éventuellement des bureaux d'études RE 2020 dans le cadre où, effectivement, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, cette prestation peut ou pourra être donnée à un bureau d'études indépendant qui gère plus spécifiquement la RE 2020. Voilà. Mais dans le cadre d'un projet, c'est quand même mieux de l'intégrer à la maîtrise d'œuvre pour les échanges. Voilà. Donc actuellement, le code de la commande publique qui a remplacé la fameuse loi MOP, n'a pas été modifié et adapté malgré l'évolution réglementaire importante et la mise en application obligatoire de la RE 2020 avec justement la partie ACV, analyse de cycle de vie. Donc ça concerne à ce jour effectivement les bâtiments d'habitation dont on a parlé par rapport à l'application de la RE 2020 à ce jour. Donc la RE 2020 implique, comme on a pu le dire et comme Adrien a pu le dire, un échange et surtout un travail assez important au niveau de la maîtrise d'œuvre. Alors, effectivement, on est une équipe, donc là, on a un travail en commun, d'échange, de relations et surtout de pouvoir harmoniser le projet afin qu'il réponde à ce qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire les différents éléments qui constituent la RE 2020. Donc ça, cet échange, ce travail qui va justement se dérouler sur la phase conception, mais aussi sur la phase de réalisation, donc chantier, ça va être un travail qui va être de grande ampleur. Pourquoi de grande ampleur? Parce qu'aujourd'hui, on faisait un calcul RT 2012, donc là, on calculait un CEP, un BBio, la TIC, voilà, et on donnait le fichier XLM au bureau de contrôle, entre autres, qui avait la mission thermique et qui validait à la fin du chantier, on va dire, la conformité du bâtiment. Aujourd'hui, malgré tout ça, il y a des choses qui viennent s'ajouter, notamment la CV, qui aujourd'hui vont impliquer un travail énorme. Alors quand je dis énorme, c'est que suivant l'ampleur du bâtiment, ça sera plus, on va dire, contraignant sur tout ce qui est bâtiment à venir, bureau d'enseignement et l'enseignement, parce que là, on va se retrouver sur des chantiers assez importants, on va dire, de moyenne et grande importance. Aujourd'hui, il va falloir décrire tous les matériaux, comme Adrien a pu le dire, fournir éventuellement des fiches FDES. Donc là, la problématique de la fiche des FDES, dans un cadre de marché public, on va peut-être en avoir besoin pour avoir une conformité à la RE 2020 et notamment à la CV. Donc ça veut dire que par rapport à la loi MOB, qui est le code de la commande publique aujourd'hui, cette prestation-là avait défini, parce que si on choisit une fiche, comme Adrien a pu le dire, une fiche individuelle, ça veut dire qu'elle est propre à une marque et un type. Donc on va imposer une marque et un type. Donc là, on est en contradiction un petit peu avec la commande publique, parce qu'aujourd'hui, en marché public, on n'a pas le droit d'imposer marque et type, voilà, pour schématiser et simplifier. Donc là, c'est là où on se rend compte de la problématique de l'évolution de la RE 2020 par rapport à la commande publique et le travail qu'il y a à faire. Voilà. On va passer sur l'autre slide, s'il vous plaît. Voilà, la phase donc conception. Donc on a toute la partie code de la commande publique pour les marchés publics avec la maîtrise d'œuvre qui est généralement constituée architecte, économiste, bureau d'études structure, bureau d'études fluide, voire bureau d'études
RE 2020, ou RT, hein, tout simplement. Les prestations qui sont réalisées dans cette partie, l'architecte, c'est les plans, les coupes, les façades, voire il intègre aussi l'économie, donc il réalise des quantitatifs et des descriptifs des matériaux, ou alors c'est un économiste indépendant qui gère cette partie-là. Après, il y a tout le bureau d'études structure qui gère au même titre les quantitatifs, descriptifs de la structure, et le bureau d'études fluides, pareil, des quantitatifs et descriptifs de sa partie. En mission complémentaire, on va dire, aujourd'hui, la RE 2020 peut intégrer le même bureau d'études fluides et ou un bureau d'études RE 2020 indépendant. Mais ça reste à voir et ça, c'est le maître d'ouvrage qui fera la part des choses. Donc, le bureau d'études qui aura, entre guillemets, cette prestation-là, devra intégrer le calcul RE 2020 et avec, bien sûr, l'ACV. Donc, il y a 3 éléments. L'étude énergie, avec le confort d'été, le BBO, etc. L'étude carbone et le RS2E. Voilà. On va passer au slide suivant. Donc, voilà, le schéma type, on va dire, qu'on retrouve dans une phase de projet au niveau de sa conception. Donc, on a la phase esquisse, où là, on va retrouver la conception bioclimatique, les formes, donc la compacité aussi du bâtiment qui sera à voir, l'orientation, les surfaces vitrées, etc., etc. Il va falloir déjà, sur cette phase-là, anticiper le projet pour aller dans le sens de la RE 2020. Voilà, pour justement réduire dès le départ tout ce qui peut être pénalisant par la suite. Après, on a la phase APS. Alors là, on a phase APS avec PC. Donc là, on va partir sur une phase dite un peu plus poussée que l'esquisse, où on va réaliser une étude de faisabilité en approvisionnement en énergie sur le choix des systèmes énergétiques, le calcul du BBio, le calcul du DH, des degrés d'heure, donc d'un confort, et surtout, après, là, on commence à intégrer toute la partie dite carbone, donc avec un précalcul ACV, les définitions des systèmes constructifs. Donc déjà, en APS et en PC, on va déjà avoir une obligation réglementaire qui concerne le BBio, le DH et l'engagement à réaliser sur l'étude ACV. Donc là, on commence déjà à avoir une part de travail qui commence à être un peu plus conséquente que ce qu'on avait, enfin ce qu'on a à ce jour sur les bâtiments autres que d'habitation. Sur la partie APD, donc là, on va réaliser un précalcul énergie avec le choix des produits, des équipements. Donc là, on va commencer à vraiment rentrer dans le sujet comme on le fait à ce jour, hein. Par contre, au niveau du carbone, l'analyse des produits et équipements, on regarde leur impact environnementaux. Donc là, effectivement, on va être un peu plus regardant. Et c'est là où on va commencer à définir un petit peu le calcul ACV en regardant les fiches. Donc, comme Adrien a pu le dire, il y a 3 types de fiches. Il y a les fiches par défaut, les fiches collectives et les fiches individuelles. Donc, à ce niveau-là, au niveau APD, on va rester dans un premier temps, si on peut se le permettre, sur les fiches par défaut, voire collective parce que ça englobe plusieurs marques et plusieurs types, on va dire, de produits sur une même fiche. Et puis après, on va passer sur la phase Pro DCE, où là, effectivement, on va plus, on va dire, mettre en forme et formaliser tous les éléments des phases d'avant sur la phase Pro DCE. Donc, c'est le calcul d'énergie, le confort d'été, les rapports d'études, les rédactions des CCTP en indiquant les performances énergétiques des produits et des équipements. Donc là, on va formaliser vraiment tout ce qu'on a pu voir auparavant pour qu'on ait une ligne de conduite après par rapport au chantier. Et puis après, on a toute la partie carbone. Donc là, le carbone, donc c'est le calcul, on va dire, ACV. Donc le calcul carbone, le rapport d'études, les rédactions des CCTP, bien sûr, parce que c'est lié les matériaux au carbone, hein, c'est les fichiers FDES. Voilà. Donc, tout ça est à prendre en compte jusqu'à la phase DCE. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qu'il y aura à faire et à prendre en compte dans la phase conception. Alors, on va passer au slide numéro... Voilà. Donc, la phase 2.1, c'est la phase réalisation. Donc là, on rentre en phase chantier. Donc là, par contre, à partir de ce moment-là, on est obligé d'avoir la phase ACV qui est en cours. Donc là, on va démarrer l'ACV à proprement dit, parce que là, aujourd'hui, au niveau ACT, ça veut dire qu'on va faire l'analyse des offres des entreprises et on va avoir un engagement vis-à-vis de nos, on va dire, résultats qu'on a pu voir en phase Pro DCE.
donc l'analyse des offres des entreprises, atteindre les niveaux de performance énergétique visés, donc c'est par rapport au dossier de consultation, bien évidemment, et il en est de même pour le carbone. Après, on a Visa. Donc là, Visa, c'est dans le cadre d'une mission de base. Donc, validation des variantes proposées au regard des objectifs. Donc, forcément, les entreprises pourront éventuellement proposer des matériaux ou matériels différents qui, bien sûr, respectent l'équivalence demandée lorsqu'on a fait l'appel d'offres et elles seront validées. Après, toute la partie DET, qui est le suivi de chantier, on peut avoir des choses qui évoluent, qui varient, et il faudra toujours en tenir compte, les collecter et les resimuler dans le calcul pour voir si on est toujours dans la conformité de ce qu'on s'est dit. Et puis après, on a la phase réception, on va dire, du chantier, où là, il y aura l'édition notamment de la fiche RS2E en fin de chantier, le calcul final de l'énergie, le confort d'été, le bilan carbone, donc le calcul final ACV, avec toutes les attestations de fin de chantier à fournir, les mesures d'étanchéité et la vérification des installations de ventilation. Voilà. Donc là, on a quand même greffé des éléments, pas des moindres, qui demandent beaucoup de travail par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc voilà pourquoi la loi MOP n'a pas encore évolué. Nous, on anticipe un peu et on espère qu'elle va évoluer, parce que là, on ne va plus toucher que les bureaux d'études, mais ça va être l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'œuvre. Donc, ça va partir de l'architecte, de l'économiste, du bureau d'études structure, du bureau d'études fluide. Et là, ça va demander une implication et un travail très important de tous. Parce que je vais juste revenir sur le point qui est quand même assez important, c'est en phase conception, si on peut revenir au slide précédent, voilà, au niveau de l'ACV. L'ACV, aujourd'hui, au niveau de la maîtrise d'œuvre, on va être, nous, en tant que bureau d'études fluides, par rapport à notre logiciel, on va dire qu'on va être une secrétaire. Notre logiciel, aujourd'hui, comme a pu la montrer Adrien, c'est à l'outil, en fin de compte. Donc, nous, ce qu'on va attendre de tous les acteurs de la maîtrise d'œuvre, hors le bureau d'études fluides, parce que ce sera nous, entre autres, on va attendre tous les DPGF renseignés avec les produits et puis les quantités pour qu'on puisse les saisir sur notre logiciel afin de pouvoir sortir un schéma type et surtout savoir si notre projet est viable avec ce qu'on a pu prévoir à ce jour. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important qu'il faut déjà assimiler. Alors, Dimitri en parlera peut-être après, dans le cadre de son domaine, lui qui est plus le constructeur de maisons individuelles. Ça sera peut-être un peu plus simple parce qu'aujourd'hui, c'est plus redondant, ça revient souvent avec quelques modifs, tandis que nous, un projet n'est jamais le même à côté avec un autre maître d'ouvrage ou un maître d'œuvre. Voilà, donc ça, tout ça, c'est à bien intégrer. On peut passer au slide suivant, encore, voilà. Et je laisse la main à Dimitri. Merci. Bonjour à tous, Dimitri Banac du bureau d'études BETC. Donc moi, je vais axer ma présentation sur la maison individuelle avec plutôt une approche générale, une approche projet des différentes étapes et quelques méthodologies de conception pour faire en sorte que les projets soient conformes à la RE 2020. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, information générale, effectivement, je rappelle un petit peu ce qu'ont dit mes confrères. La réglementation thermique va s'axer sur 3 volets. Le volet énergie, donc l'équivalent de la RT 2012 avec les différents points de calcul qui ont été intégrés, la notion de confort d'été, qui a été effectivement un problème au niveau de la RT 2012, et de trouver un indicateur qui se rapproche plus de la réalité que l'indicateur précédent qui était assez neutre finalement. Et ensuite, le volet environnement, ce volet environnement qui est amené à bouger d'ici 2031 avec différentes phases d'évolution dans le temps. Voilà, donc les indicateurs énergie, carbone, confort d'été. On peut passer voilà, à la diapo suivante. Au niveau des approches, voilà. Première approche, c'est pour la maison le dépôt de permis de construire. Donc, avant de réaliser un dépôt de permis de construire, il faut effectivement réaliser
plusieurs calculs, le calcul B-Bio, le calcul CEP. Alors, pourquoi le calcul CEP au niveau du permis de construire? Pour la maison individuelle, c'est un petit peu différent dans la mesure où on doit garantir des résultats et contrairement à la loi MOP, on n'a pas de timing un petit peu imposé dans les études. Donc, si on n'a pas une garantie de résultat assez tôt, donc sur les consommations, on peut finir le projet non conforme. Le constat qu'on a eu en RT 2012, c'est que les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre faisaient le B-Bio et pensaient que la réglementation thermique 2012 était finie. Or, ce n'est pas le cas, il faut aller au bout de la démarche. Donc, on revient sur le calcul CEP, le calcul ensuite du DH qui doit être intégré. Il faut savoir qu'à cette étape, le maître d'ouvrage doit remettre une attestation au dépôt de permis de construire dans lequel il engage des résultats et il s'engage également à réaliser un certain nombre de contrôles. En termes de contrôle, il s'engage à réaliser donc un contrôle sur ces systèmes de ventilation et il s'engage également à réaliser un bilan carbone. Étape suivante, s'il vous plaît. Donc là, on est sur la deuxième étape des études. C'est lorsqu'on a l'accord du permis et qu'on arrive effectivement à la déclaration d'ouverture des travaux. C'est à ce moment-là qu'on doit avoir les résultats des différents calculs carbone, le calcul carbone énergie et le calcul carbone construction. À ce moment-là, le maître d'ouvrage donc s'engage à être en mesure, à la déclaration d'ouverture du chantier, de fournir aux agents habilités, dans les cas des contrôles, le calcul du respect des indices carbone. Comme en a parlé M. Sibadier en introduction, c'est à partir de la déclaration d'ouverture des travaux qu'on peut vous demander le bilan carbone, ou demander au maître d'ouvrage. Enfin, troisième étape des études. Alors, c'est plus une étape de contrôle où c'est en phase de fin de chantier qu'on doit réaliser un certain nombre de contrôles, soit par architecte, soit par diagnostiqueur, soit par contrôleur technique. On doit réaliser un test d'étanchéité à l'air du bâtiment, un test de contrôle des systèmes de ventilation. Ce contrôle de système de ventilation, donc c'est une nouveauté au niveau RE 2020 car il devient obligatoire et ça va dans le sens de la qualité de l'air des bâtiments. Et dernier contrôle, il y a un contrôle sur les matériaux, donc d'un point de vue thermique, performance thermique, un engagement que les matériaux ont bien été mis en œuvre, et également un sondage sur les matériaux mis en œuvre avec leur impact carbone. Donc, le maître d'ouvrage doit confirmer qu'il a utilisé tel produit ayant tel niveau carbone et que ce produit a bien été pris en compte dans le bilan carbone. À partir de là, le maître d'ouvrage remet une attestation de conformité à l'achèvement des travaux à l'administration. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ensuite, j'ai essayé de répertorier quelques grandes règles de méthodologie pour la conception. Il faut savoir que donc, sur cette nouvelle réglementation, l'aspect conception est relativement important puisque, comme ça a été dit précédemment, au niveau du B-Bio, donc la conception, on doit gagner entre 20 et 30% de gains par rapport à l'ancienne réglementation. Donc, plusieurs axes de réflexion. La première réflexion qu'on peut avoir sur son projet, c'est la réflexion du choix du terrain. Le choix du terrain va être relativement important dans la mesure où il va nous permettre d'optimiser l'implantation de la maison. Deuxième optimisation, c'est l'agencement des pièces afin d'optimiser les apports, donc les apports gratuits, les apports extérieurs. Troisième optimisation, limiter et regrouper les points d'eau. Alors, limiter les points d'eau, c'est pour limiter le renouvellement d'air, dans le sens où plus on va avoir point d'eau,
plus on va avoir de renouvellement d'air, plus on va créer de la déperdition. Et regrouper les points d'eau, c'est dans le cas des contrôles de ventilation, on doit respecter un certain nombre de débits suivant avis technique. Et on s'est aperçu que sur les maisons RT 2012, en moyenne, 80% des mesures de VMC qui ont été réalisées étaient non conformes. Donc, il y a une réflexion sur, je dirais, la manière de concevoir intérieurement les maisons. Autre levier d'optimisation, c'est la répartition des apports gratuits avec une répartition de surface vitrée. Donc, on a essayé de faire ressortir une surface vitrée idéale. Les règles de calcul restent équivalentes à la RT 2012 où l'obligation elle est de 1/6 de surface vitrée, compris porte d'entrée. Et dans ces 1/6, eh ben, on s'aperçoit qu'en RT 2012, plus on va avoir un axe, comme c'est présenté sur la diapo, 50% de surface vitrée au sud, 15 ouest, 10 nord et 25 est, plus on se rapproche de cette répartition, plus on a le maximum d'apport. Autre axe de levier, c'est le travail de la compacité. On en a parlé. Aujourd'hui, la compacité est le levier qui permet de partir sur bonne base dans les calculs où on va éviter les décrochés, les plafonds rampants, les garages intégrés, tout ce qui va créer justement des linéiques, des ponts thermiques, des déperditions. Donc, pour avoir une notion de qu'est-ce que la compacité, c'est tout simplement le rapport des surfaces froides par rapport à la surface habitable. Autre levier, alors là, on est sur un levier de conception également et de conseil, c'est aujourd'hui être plus ambitieux au niveau du contrôle de l'étanchéité à l'air. On sait qu'au niveau RT 2012, la valeur de la maison individuelle était de 0,6, mais si on fait le choix en amont d'avoir, par exemple, une valeur de perméabilité à 0,4, eh ben, on va gagner entre 10 et 15 points sur notre BBio. Donc, il faut être plus ambitieux sur la maîtrise de l'étanchéité à l'air. C'est vraiment un levier qui permet de rendre les projets conformes. Et enfin, le dernier levier, ça va être l'augmentation et l'adaptation de l'isolant, des isolants et des menuiseries en fonction de nouveaux caractéristiques qui permettent d'être plus ambitieux qu'on a connu au niveau de la RT 2012. Voilà pour la partie BBio. Au niveau du confort d'été, donc le deuxième indicateur, donc nouvel indicateur, voilà, je rappelle que c'est un niveau d'inconfort pour une température de 28 degrés jour et 26 degrés nuit sur le scénario de la canicule 2003, avec en dessous de 350 heures conformes, entre 350 et 1250 conformes, mais il peut y avoir de l'inconfort, et au-delà de 1250 heures, on est non conforme. Il faut savoir que dans notre département, on ne va pas dépasser le niveau de 1250 heures, mais on est plus dans une zone de confort, voire avec quelques inconforts. Pour traiter ces inconforts, eh bien, effectivement, il y a la conception en amont qui peut limiter l'inconfort, soit de manière conceptuelle, avec ce qu'on disait, tout ce qui est débord de toit, casquette, conception. Deuxième optimisation, ça peut être la gestion avec l'introduction de la domotique sur tout ce qui est protection solaire. On parlait également de l'inertie du bâtiment, travailler comment amener de l'inertie dans notre bâtiment pour créer un déphasage. Et enfin, le dernier recours, c'est les systèmes de refroidissement passif. Le but étant de ne pas avoir recours à la climatisation dans cette nouvelle réglementation pour éviter de créer de nouvelles consommations. Diapo suivante. Le carbone. Donc, le carbone, effectivement, c'est primordial à prendre en compte dès la conception, dans la mesure où
pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on va avoir 2 ans pour comprendre les modalités de ce fonctionnement avant de devoir optimiser systématiquement nos conceptions. Donc, c'est là où il faut, pour les bureaux d'études, je répète, récupérer les bordereaux quantitatifs ou les informations ou les devis suivant les cas de figure, mais il faut aussi qu'il y ait un engagement de matériel en fait de la part de chaque acteur. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je travaille sur un projet. J'ai un agglo qui a une fiche FDES et un agglo qui n'a pas de fiche FDES. Donc, d'un point à l'autre, le projet est conforme. Avec l'autre agglo, il n'est plus conforme. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la maîtrise de tous les acteurs sur les produits. Pour limiter, donc, pour faire cette méthodologie de bilan carbone, donc, il faut avoir le quantitatif des matériaux, avoir recours le maximum aux fiches FDES individuelles ou collectives, limiter les fiches par défaut et bien sûr limiter tout ce qui va être les matériaux superflus, les surquantitatifs, c'est-à-dire être au plus juste du projet et ne pas prévoir la petite marge de sécurité qui permet de faire en sorte qu'on soit tranquille. Donc là, il faut vraiment être plus précis sur les projets pour qu'on puisse faire les bilans carbone. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière générale sur la maison individuelle. Après, on peut répondre à vos questions pour la suite.